Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un épisode du podcast KO Debout. Mélina a toujours lutté contre la maladie, une maladie chronique encore trop méconnue, diagnostiquée sur le tard. Cette maladie, c'est l'endométriose, qui transforme son corps et lui inflige des douleurs contre lesquelles elle doit lutter au quotidien. Et elle raconte son histoire, l'errance médicale dans laquelle elle a vécu pendant des années, l'incompréhension face à une douleur qui est invisible, la force de continuer. Elle livre un témoignage puissant au micro de Déborah du podcast KO Debout. Je vous recommande cet épisode et plus globalement le podcast KO Debout, un podcast qui est vraiment poignant. Entre récits et documentaires, le montage qui accompagne ces histoires de femmes confrontées au chaos nous plonge dans la vie de celles qui témoignent avec pudeur et réalisme. Si cela s'écoute comme une fiction sonore, ce sont des récits bien réels que vous écouterez. Alors les thèmes sont durs, on va pas se mentir, comme la dépression, la violence familiale, le postpartum, mais ces rescapés nous livrent des enseignements de courage et de résilience qui sont vraiment très précieux. KO Debout est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller écouter les autres. Très bonne écoute à vous. KO Debout, histoire de survivants. Épisode 6, Mélina. Quand je fais des crises d'endométriose, ces crises, je les sens arriver 3-4 jours avant d'être réellement indisposée, on va dire. Je suis nulle, je sers à rien, pourquoi je suis ici, est-ce qu'il y a vraiment un sens à ma vie Et avec l'expérience, on se dit, ok, là je vais avoir une crise. En tout cas, mes règles, moi, ils vont être compliquées. Après, elles arrivent. Et là, quand elles arrivent à torrent, en fait. C'est une espèce de cascade rouge, quelque chose d'assez violent aussi, parce que la cascade, elle fait du bruit quand ça tombe, c'est de la matière. J'ai l'impression que mes ovaires se serrent tellement et je les sens bouger, un petit peu comme un cœur ouvert qu'on voit battre. Et ça peut durer des jours et des jours. C'est vrai que je parle pas de la douleur. J'ai tellement l'habitude que j'arrive même plus à la décrire. J'ai notamment une endométriose sur l'ovaire gauche. Donc j'ai très très mal du côté gauche, partout. La hanche, les pieds, le dos, le bas du dos, les reins. Et beaucoup de nausées aussi. Les odeurs. Je vais pas supporter par exemple que quelqu'un mette du parfum à côté de moi ou même parfois la nourriture. Quand je suis indisposée, je mange des choses très lisses, pas d'épices, pas de fioritures, voilà. J'ai mes règles, j'ai 9 ans et je suis en CE1. Les symptômes, c'est je tombe dans les pommes, je fais des hémorragies. J'étais incapable de supporter la douleur. La douleur me faisait partir, en fait. De ces 9 ans à 11 ans, j'ai pas eu une vie normale. J'ai pas eu la vie d'un enfant normal. C'est là où on a eu le déclic de se dire, bon, il faut qu'on aille voir un spécialiste, et qui donc m'avait mis sous pilule. Je suis une enfant face à quelqu'un qui représente le corps médical et qui, pour moi, a raison. Ma mère, à ce moment-là, pareil. À l'époque, on parlait pas du tout d'endométriose. On s'est pas questionné plus que ça. On prend la pilule à 11 ans puisqu'on nous dit que c'est la seule chose qui peut faire que peut-être on peut avoir moins mal. Alors oui, on se rend compte qu'on a moins mal, mais on comprend pas ce que ça implique de prendre la pilule quand on a 11 ans.
De mes 11 ans jusqu'à mes 30 ans, je suis restée comme ça, sans savoir ce que j'avais. Je savais juste que, j'avais mal au ventre, que je pouvais pas parfois aller à l'école, que je pouvais pas parfois, conduire, parce que potentiellement, je risque de, peut-être tomber dans les pommes ou alors avoir ce que j'appelle la rivière. Ces moments où on se dit, «Ah mais d'accord, ça va pas s'arrêter. C'est quoi, c'est une hémorragie? Enfin, faut que j'aille à l'hôpital ou enfin, est-ce que c'est normal?» Jusqu'à mes 30 ans, je n'ai rien changé. C'est-à-dire que j'ai vu des gynécologues, on a changé de pilule, on a changé de type de pilule, mais je suis restée sous pilule, voilà. Et à mes 30 ans, je décide d'aller voir, une spécialiste de l'endométriose, adénomiose, sans savoir si c'était ce que j'avais. Mais on commençait un petit peu à en parler et on commençait à dire que si on avait quand même mal, beaucoup, quand on avait ses règles, quand même, c'était possible que ça soit ça. C'est donc ça, parce que on savait pas, enfin, moi je savais même pas ce que ça pouvait être. Première fois que je vis une écho en direct, et là elle s'arrête et elle me dit vous avez une adénomiose. Je lui dis c'est-à-dire? Elle me dit c'est une endométriose, mais intra-utérus, c'est dans l'utérus. Et donc là elle me dit bon, on va tout de suite faire un dossier de grossesse. Donc je lui dis mais pourquoi? Elle me dit parce que vous avez 30 ans et que vous avez de l'endométriose au sein de l'utérus. Ça peut avoir un impact sur le fait d'avoir des enfants. Donc on va monter ce qu'on appelle un dossier de grossesse, c'est-à-dire je vais commencer à prendre tous les documents liés à ce que vous avez, je vais sortir l'écho, on va voir quel traitement on prend, hein, et je vais vous suivre jusqu'à votre grossesse. Et je lui dis quelle grossesse enfin, je veux dire voilà, ah quand même 30 ans. OK, on peut faire un dossier de grossesse si vous voulez, mais excusez-moi, je vais pas vous signer un contrat pour vous dire que je vais avoir un enfant, sachez-le. Et donc je lui explique qu'en fait, je n'ai pas j'ai pas de compagnon, que je faisais pas partie de ces femmes qui avaient viscéralement besoin d'avoir un enfant et que je conçois complètement. Mais en tout cas, moi, c'était pas mon cas et que si demain j'en voulais un, c'était aussi parce que je le vivais à deux. Et elle insiste, et elle insiste, et elle insiste. Alors que moi, à ce moment-là, la seule chose que je veux, c'est arrêter d'avoir mal. Je sors de là, j'apprends que j'ai une adénomieuse, donc je m'assois sur un banc, je regarde ce que c'est, déjà, parce que c'était mal expliqué. Je pleure, clairement, hein, je pleure. De joie, d'un côté, parce que, je sais ce que j'ai. J'ai un peu appelé limite toute ma famille en mode allô, je sais ce que j'ai, vous savez pas quoi, en fait j'ai une adénomiose, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais en fait c'est nain. Puis je lisais en même temps, enfin voilà. Et c'est pour ça que j'ai mal, enfin donc pleurer de joie parce que je savais ce que j'avais, on avait posé un diagnostic, et en même temps de tristesse parce que la seule chose qu'on m'avait proposé c'était de faire un suivi, et donc je me dis mais je n'y retournerai plus jamais. Voilà, donc elle ne m'a plus jamais vue. L'endométriose, donc hors utérus, c'est de l'endomètre, donc c'est du sang qui est un peu coagulé et qui en fait, au lieu de s'évacuer, remonte et se pose sur tout ce qui peut. Le côlon, ça peut être l'estomac, ça peut être les ovaires, mais ça peut aller plus loin, jusque dans le cou. Ça va être inflammatoire, ça enflamme et on a mal. Je décide d'aller voir un spécialiste, il est assez connu. Il me dit « Mais vous n'avez jamais fait d'IRM ?» Et je lui dis « Bah non ». Il me dit « Mais comment c'est possible ?» Il me dit « Vous avez 31 ans, vous me dites que vous souffrez depuis plus de 20 ans et vous n'avez pas fait d'IRM. » Ouais, déjà, première chose, IRM. À ce moment-là, il me dit « Oui, effectivement, vous avez une adénomiose et vous avez aussi le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. » Quand on a posé le diagnostic, j'étais très en colère. J'étais très en colère puisque je me disais comment c'est possible que personne n'ait jamais pensé à essayer de se dire que potentiellement j'avais quelque chose. J'ai été suivie, j'allais voir le gynéco tous les ans. Ouais, hein, personne.
Et puis je le vois plusieurs fois, il me soigne, hein, du syndrome des ovaires polykystiques. Il me trouve sincèrement un traitement à l'époque qui était suffisant par rapport à mon endométriose. Donc ça a été plutôt une période, on va dire, de 32 à 35, plutôt smooth. Et puis d'un coup, vers 35, 36, là c'est comme si plus rien ne faisait effet. Les douleurs reviennent, la pilule ne me sert plus à rien. Comme si d'un coup, mon corps avait décidé que ce qui marchait depuis quelques années, c'était fini. Et c'est là où arrive le moment où en fait, tout se mélange. C'est-à-dire que quand on commence à être devant le métro et qu'on se dit est-ce que je vais dedans ou est-ce que je vais dessous, c'est très dur de se réveiller par exemple le matin et de se dire pourquoi je suis là. Et c'est vraiment le noir qui s'impose et qui fait que tu peux faire ce que tu veux, impossible de se raisonner. Et je me rappelle lui avoir dit vous pouvez pas me laisser comme ça en fait. Là c'est pas possible parce que ok il y a la douleur, en plus d'avoir mal, et j'utilisais ce mot qui est dur, je me sens folle. On est beaucoup dans le cas où le traitement hormonal est tellement dur qu'il a un impact sur la santé mentale, vraiment, qui fait qu'à un moment, on distingue plus j'irais même jusqu'à dire le bien du mal, en fait. Et moi, je fais partie de ces gens-là. J'avais quand même quelques personnes qui me disaient « Arrête d'utiliser le mot folle, arrête de le répéter, arrête de te le dire, c'est pas anodin, tu vas commencer à y croire. » Le corps médical ne m'a jamais dit « Non, vous n'êtes pas folle. » C'est mes proches qui me disent « Mais en fait, non, tu n'es pas folle, tu es malade. » Je me mets à discuter avec une fille qui me dit ma gynéco elle est vraiment super, vraiment je te conseille. Et c'est là où on se rend compte que c'est d'autant plus dur parce que c'est souvent ça en fait. T'es tellement en souffrance que il suffit que quelqu'un te dise ah voilà, moi elle est super, elle est géniale, oui il est génial ou machin, t'y vas en fait. Cette gynécologue me met sous une molécule qui en fait quelques mois après est retirée du marché puisque on s'aperçoit que ça a un impact sur le cerveau. Et donc elle m'appelle un jour en me disant qu'il faut que je passe un scanner. Et là on se dit non mais non, c'est pas possible. Enfin c'est une blague. Il faut que j'aille voir si ça m'a pas en plus détruit le cerveau. Donc là en fait on sait pas si on a envie de rire, de pleurer, de machin. Enfin on est complètement bon ben je finis par faire ce scanner. On s'aperçoit que tout va bien. Et là elle me dit je suis désolée j'ai plus de solution. C'est un cauchemar, je me rappelle toujours pareil, à chaque fois c'est des bancs. Je sors, je me rappelle, je m'assois sur ces beaux petits bancs parisiens, souvent pas très propres, et je m'assois et j'appelle ma mère. Et ma mère est désemparée. Qu'est-ce qu'elle peut répondre à ça quand le corps médical nous dit j'ai plus de solution? À ce moment-là, je décide de laisser tomber. Voilà, je laisse tomber. Tout. Tant pis. J'ai plus la foi. C'est quelque chose de 9 ans à 37 ans. Avec des rendez-vous quasiment 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Voilà, c'était ça mon quotidien. Donc on n'en peut plus. On veut plus en fait. Et je me dis qu'à ce moment-là, je lâche. Moi, j'ai un compagnon depuis plus de 7 ans. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit tout de suite, tout simplement parce que j'ai su très vite que Guillaume, ça serait sûrement quelqu'un avec qui je ferais du chemin. Il savait pas ce que c'était. L'endométriose a forcément un impact sur la vie amoureuse au quotidien. Pas que amoureuse d'ailleurs, la vie tout court, la routine, enfin la vie quoi. On parle quand même de 7 à 10 jours par mois où il est cantonné quelque part à m'apporter une bouillotte, de l'eau et venir de temps en temps me faire un petit coucou pour voir si ça va. C'est pas rien. Il a beau être d'une gentillesse, d'un amour, d'une compassion, tout ce qu'on veut, personne ne sait ce qu'on vit.
personne. Et souvent pendant cette période-là, je me renferme, je lui parle très peu et je pense que c'est ça le plus dur. Au moment où mes règles s'arrêtent, c'est comme si tout se remettait en marche chez moi. Donc, c'est-à-dire mon humour, ma forme, la petite taquinerie. En plus, j'aime bien taquiner Guillaume. Voilà, enfin, on se retrouve dans un moment où on se dit, tiens, on a ce laps de temps où il faut le vivre à fond et ça veut pas dire du tout qu'on va être tous les soirs dehors, qu'on va tous les soirs faire la fête ou que machin. Ben, je peux aller, j'en sais rien, faire 1 heure de route pour qu'on aille voir tel musée parce que on avait envie d'y aller, essayer tel resto, ou juste être dans ses bras pour regarder un film. Des toutes petites choses de la vie, enfin des choses anodines pour certaines personnes, mais qui pour moi sont énormes. Le choix que j'ai fait pour ma vie professionnelle, c'est je l'ai dit très rapidement. C'est-à-dire dès que j'ai été diagnostiquée à 30 ans, je l'ai dit. J'avais la chance de travailler avec c'était un homme, mais c'était un homme qui avait été élevé quasiment qu'avec des femmes. Et je me rappelle, son premier réflexe, c'était oh là là, rentrez chez vous. Donc comme ça s'est très bien passé, j'ai fait le choix, petit à petit, quand ça s'imposait ou quand ça se faisait naturellement, je suis toujours arrivée à le dire. Maintenant, il y a 2 réactions. Il y a la réaction qui est: «Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes, ouais, vous avez pas trop réussi à faire ça ou c'est un peu plus compliqué, hein. C'est sûrement par rapport à ce que vous avez». Ça, je l'ai beaucoup entendu. Alors qu'en fait non, c'est juste que en fait ça m'ennuie, que ça m'agace parce que c'est pas à moi de le faire, que ça fait 5 fois que tu me le demandes et donc non, ça n'a rien à voir avec mon endométriose. Mais merci de te soucier de moi, c'est gentil. C'est là où on se dit: j'aurais dû le garder pour moi». Et puis il y a la réaction, complètement, on va dire, l'autre qui est, «Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire?» Parce que si c'est endométriose liée aux règles, c'est tous les mois. Est-ce que ça veut dire qu'elle va pas être là tous les mois? Voilà, j'ai jamais eu quelque chose de neutre. Les jours avant d'avoir ces règles, on va au travail parce que, physiquement, on peut se lever, on peut le faire, donc on fonce, on va travailler, on le fait et après il y a le moment où on les a et où c'est là où le plus compliqué parce qu'en fait, on subit ces journées. Moi, je dis souvent, j'ai l'impression la journée m'a marché dessus ou alors je dis des choses du style: «Alors la journée m'a pas du tout respectée». J'ai eu une journée qui m'a complètement pas respectée aujourd'hui. C'était horrible, mais je sais que c'est lié à ça, mais on y va. On se retrouve à se dire donc j'ai bien ma culotte de règles, j'ai bien ma serviette hygiénique, j'ai bien mon papier toilette par-dessus. Donc là, j'ai 3 couches, d'accord? Je suis bien habillée en noir, OK. J'ai bien mon pull que je peux enlever pour au cas où mettre autour de la taille s'il se passe quoi que ce soit. J'ai bien mes lingettes si je me suis amenée à attacher quelque chose. J'ai quelques cachets quand même parce que je continue de temps en temps vraiment les débuts à prendre des cachets pour le début. J'ai bien mes cachets et ben on y va. Avec l'endométriose, il y a un vrai sujet de culpabilité. Il y a beaucoup le sentiment de laisser tomber en fait, qu'on déçoit l'autre. Je suis tout le temps en train de m'excuser. Je suis désolée, je suis désolée, je vais devoir annuler parce que voilà, là j'ai mes règles. Là, je suis vraiment désolée si on sort ce soir, OK, machin, mais par contre moi 21h30 je rentre parce que je sais comment je suis quand je suis comme ça. J'ai beaucoup culpabilisé de pas pouvoir aller à l'école, de pas pouvoir aller au lycée ou de pas pouvoir partir en vacances avec mes amis, d'imposer ça à mes parents. Après, on culpabilise au niveau du travail. Donc on se met une pression énorme. On culpabilise aussi parce qu'on se dit, pour qu'un médecin arrive à me dire: «Bah, moi j'ai plus de solution», c'est que vraiment, je suis un cas désespéré. Culpabilité totale de se dire: «Mais, limite, quel est l'intérêt s'il y a pas de solution, en fait?» Je crois que j'avais fait des vidéos sur mon Instagram sur, l'endométriose. Je suis contactée par un institut qui s'appelle l'IFEN, qui est à Paris et qui me dit, «On est tout un corps médical que lié à l'endométriose. Tous les gynécos sont sensibilisés et savent gérer ce genre de choses, obstétriciens, donc aussi, chirurgiens». Et là, j'apprends qu'il y a de la kiné, qu'on peut faire de la kiné, qu'il y a de l'ostéo, éthiopathe, toutes ces choses-là que j'avais jamais essayé avec des personnes qui étaient centrées sur la douleur de l'endométriose. Et donc, je vais voir le gynécologue et qui m'explique que effectivement, je ne supporte pas les molécules des traitements.
qu'il me rend dépressive et que, suite à ce que je lui raconte, il pense qu'il faudrait que je passe plus par aller voir quelqu'un. Donc effectivement une psychothérapie, faire de la sophrologie, faire de la kiné. Et je me dis, bah oui, pourquoi pas. Donc là, j'ai commencé à faire de la kiné au niveau des ovaires. Je savais même pas que ça existait. Il m'explique que clairement, je n'ai pas accepté mon endométriose, je l'accepte pas. Et que avant que mes règles arrivent, il va devoir préparer mon corps, que ça soit au niveau des ovaires ou que ça soit au niveau des reins. Et au début, j'y croyais pas du tout. J'étais là. Et en fait, cette préparation au corps change tout. Au lieu de nier cette douleur et ce qui va se passer, il ouvre comme une autre dimension qui est, que ça soit psychologiquement ou physiquement, on va préparer le terrain, puisque c'est vraiment le terme, c'est le terrain, parce que 1 heure de manipulation, sachant que c'est quand même des endroits où j'ai mal régulièrement, il m'apprend à accepter que ça va arriver, et en plus de ça, il a un discours positif là-dessus, et il m'explique qu'il voit l'évolution et qu'on avance bien. Et donc ça, c'est très très récent. C'est là depuis 1 an. C'est un peu la révélation. Il n'y a pas une endométriose, il y en a 15 000 et on réagit tous différemment. Je suis ravie pour les femmes pour lesquelles les traitements marchent, mais moi, le moment où je découvre que en fait c'est ça qui marche chez moi, c'est un peu une libération. Bah, dis donc, ça a été un peu long, mais bon, j'y suis peut-être presque. Par rapport à la maladie en elle-même, je sais pas si j'ai déjà eu honte. Déjà, je l'ai appris tard. J'avais 30 ans. Donc déjà, à 30 ans, je pense qu'on se connaît un peu plus. J'avais plus honte à la limite, franchement, sincèrement, pour les autres, quoi. C'est-à-dire, je me disais, mais comment vous pouvez me diagnostiquer ça maintenant, me dire ça comme ça? Et enfin, vraiment, ça me revenait souvent. Alors, bien sûr, je le disais pas, mais j'avais envie de dire, mais vous avez pas honte? En fait, c'est marrant, c'était plutôt l'inverse. Et puis, ça serait dire que j'ai honte de moi, puisque c'est moi. J'ai pas envie de dire que j'ai honte de moi. Moi, j'ai envie de me dire tous les jours, c'est putain, t'es courageuse, quoi. Tu peux prendre aucun traitement et aujourd'hui, tu fais quand même ce que t'aimes, t'avances, t'es à ton compte, t'as des amis, tu t'entends bien avec ta famille et c'est ça que j'ai envie de retenir en fait. Et ça peut me mettre un petit peu les larmes à l'œil, ce côté de courage. Cette maladie, elle fait partie de moi. Je la considère un peu comme quelqu'un en fait qui est avec moi tous les jours ou tout le temps. Enfin, c'est un peu limite genre, je pourrais même lui en parler, je pourrais lui donner un petit nom, pourquoi pas, je sais pas, j'ai jamais pensé. Comment on peut avoir par exemple dans sa vie parfois des gens qui sont autour de nous, qui sont un peu toxiques, et c'est un peu ça avec ce que je ressens avec l'endométriose. Même si je le voulais, je peux rien couper, je peux pas couper les ponts, elle est là. Et aujourd'hui, j'ai pas la paix. L'endométriose m'empêche d'être en paix avec moi-même parce que elle m'oblige tout le temps à soit culpabiliser, soit être fatiguée. Elle a un vrai impact sur tout en fait. Ce dont je rêve, c'est de trouver la paix. Et donc ça, c'est quelque chose que je me souhaite. Je me souhaite à un moment donné, que ça soit par n'importe quelle solution ou n'importe quelle chose qui se passera dans ma vie, de me dire je suis en paix. Chaos debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Déborah Znati, mixage Benoît Dame et Jérémy Jones. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.